Bonjour à tous, merci d'être présents à notre webinaire sur le sujet des matériaux bio et géosourcés. Quelles sont les opportunités et les freins qui restent à lever pour accélérer cette filière très importante pour le bâtiment durable. Et pour livrer l'exercice à un exemple, nous allons prendre l'exemple du béton de chanvre. Je vais démarrer cette présentation par une présentation de la société Harpastrans en quelques minutes. Donc ensuite, je céderai la parole à Xavier Lassudrie qui est à mes côtés, qui vous présentera les éléments sur ces opportunités et ces contraintes des écomatériaux et qui vous parlera de l'exemple du béton de chanvre. Pour votre information, donc, ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Donc pour des questions d'ergonomie de la conférence, vous n'avez pas votre son et ni vos vidéos. En revanche, vous avez deux modules en bas ou en haut de votre interface Zoom qui vous permet de nous poser des questions dans le module Q et R, questions et réponses, ou dans le module Converser. Donc, Harpastrans est une société de conseil en immobilier. Notre baseline immobilier fait sens, cherche à montrer toute l'importance que représente pour nous l'immobilier dans la construction de la ville, dans la construction de nos vies. Et notre mission est d'accompagner les transformations de l'immobilier au travers de missions qui vont des missions de conseil jusqu'aux missions d'ingénierie, en particulier environnementale. Et nous sommes très heureux d'être la première entreprise ayant été certifiée Bicorp dans le monde de l'immobilier. Et aujourd'hui, nous sommes aussi très heureux d'avoir que de nouvelles sociétés du monde de l'immobilier aient retrouvé cette communauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être certifié Bicorp? Ça veut dire qu'on souhaite créer de l'impact positif pour l'ensemble de nos parties prenantes, en interne et en externe, par le biais des missions qu'on réalise auprès de nos clients. Donc, Harpastrans, ce que l'on souhaite, c'est vous embarquer sur notre route. Notre route, elle est jalonnée par un certain nombre de fondamentaux. Nous travaillons depuis plusieurs années, qui sont des fondamentaux autour du déploiement de solutions pour la transition et l'adaptation au changement climatique, pour des actions pour la biodiversité et pour le vivant, pour créer des meilleures conditions de santé et de bien-être, et pour également penser à l'aune des modifications qui ont lieu aujourd'hui, les nouveaux usages, en mettant en œuvre un digital qui est adapté aux besoins et adapté aux enjeux. L'accompagnement qu'on propose est un accompagnement qui est multifocal dans ce sens où on souhaite travailler et on travaille sur tout type de projets, des rénovations et des réhabilitations particulièrement importantes aujourd'hui, des projets de construction, d'aménagement intérieur et extérieur. Donc, on a vraiment toutes les échelles pour toute typologie d'actifs, que ce soit des bureaux, des logements, des équipements publics, de la logistique, des équipements industriels ou du commerce. Et on travaille à l'échelle des projets urbains, des immeubles et des aménagements intérieurs. Et il nous semble que pouvoir travailler à l'ensemble de ces échelles permet d'apporter le maximum de valeur ajoutée sur les projets, puisque la construction d'un immobilier ne saurait se faire sans se mettre dans un contexte plus large qu'est le contexte urbain, et ne peut pas non plus se faire sans travailler pour les personnes qui utilisent ces immeubles, d'où l'importance pour nous des sujets d'aménagement intérieur. Au service des projets pour nos clients, on met à disposition une équipe pluridisciplinaire qui s'organise autour de 4 pôles métiers complémentaires qui sont l'immobilier responsable, la biodiversité et la biophilie, le conseil et l'innovation, le design et l'aménagement intérieur. Et les 2 premières activités, vous les connaissez peut-être sous le nom d'Astrans et de Gondwana. Donc, ces 4 pôles métiers travaillent ensemble de manière à apporter le maximum de solutions pour permettre de répondre à des enjeux qui aujourd'hui sont très écosystémiques et des enjeux qui ne trouvent pas leur solution uniquement dans une solution technique ou dans une solution d'usage, mais bien par l'agence des deux sujets ensemble. Quelques mots sur le pôle immobilier responsable Astrans, auquel appartient Xavier Lassudrie, donc qui prendra la parole juste après, donc qui est très investi dans les sujets des écomatériaux et évidemment de l'immobilier durable. Donc, ce que apporte Astrans à ses clients, c'est à la fois du conseil et d'innovation autour de la construction de stratégies et de politiques, toujours liées au sujet de RSE, de la conduite de projets durables, des aménagements jusqu'au bâtiment,
qui sont réalisés avec ou sans démarche de certification environnementale, et enfin de l'ingénierie de la performance qui couvre les sujets de simulation énergétique aérolique, les sujets bas carbone ou zéro carbone, le commissioning ou les diagnostics de qualité des environnements intérieurs. Je vais céder la parole maintenant à Xavier Lassudrie-Duchesne. Excuse-moi parce que j'ai plusieurs fois en fait écourté ton nom. Xavier Lassudrie-Duchesne est directeur de projet dans le pôle Astrance. Il est expert des matériaux bio et géosourcés. Il est certifié MOE construction chambre et par ailleurs formé à différentes techniques et en particulier la technique de la terre crue. Donc Xavier, je te donne mon clavier. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais aborder la partie, le fond du sujet de ce webinaire. Donc avec une première partie un peu générale sur les écomatériaux, opportunités, contraintes et leviers d'action, et une deuxième partie plus technique, vraiment orientée sur le béton de chanvre. Alors, on va commencer déjà par une définition. C'est quoi les écomatériaux finalement? Donc, ce sont les matériaux biosourcés et géosourcés, donc ils sont tous les deux définis par la même norme. Pour le biosourcé, ce sont des matériaux issus de la biomasse d'origine animale ou végétale, donc qui viennent de la sylviculture, de l'agriculture ou du recyclage. Et pour les matériaux géosourcés, ce sont des matériaux issus des ressources d'origine minérale. Concernant les matériaux biosourcés, donc cette norme, c'est une norme européenne, ne définit pas forcément de taux minimal de matière biosourcée. Donc, il y a des labels qui existent, qui sont les labels qu'on voit apparaître ici, dont un label français donc, qui a été développé par Caribati pour certifier vraiment la proportion de biosourcés dans un matériau. On a ici une petite liste, alors qui n'est pas forcément exhaustive, des différents types de matériaux biosourcés qu'on peut rencontrer. Et les matériaux géosourcés, donc ici non plus pas de définition d'un pourcentage minimal, il n'y a pas de label pour l'instant là-dessus, et c'est essentiellement la terre crue et tout ce qui est pierre. Donc c'est un petit peu plus limité, mais ça reste intéressant par ailleurs. Aujourd'hui, on a une filière, alors notamment sur le biosourcé, qui est structurée. Il y en a notamment deux filières qui se sont associées, donc la filière bois et la filière biosourcée, donc l'AICB et l'UICB justement qui se sont associés pour former une seule filière qui est la filière bois biosourcé. On a une filière qui se développe vraiment de manière assez importante ces derniers temps, notamment le pacte bois biosourcé, à l'initiative de Fibois, qui réunit 28 aménageurs et maîtres d'ouvrage qui se sont engagés d'ici à 2025 à réaliser 10 à 40% de construction neuve et rénovation en bois biosourcé. Donc, c'est quand même un gros pas en avant. On a ici quelques indications de la croissance de la filière, à peu près 10% de croissance annuelle. On a aujourd'hui à peu près 10% des opérations d'isolation thermique qui sont avec des isolants biosourcés. On a ici ce graphique qui a été réalisé par Fibois, qui est une modélisation des SDP en construction bois biosourcé en Île-de-France, avec une projection à 2030, où on voit très nettement l'augmentation qui est prévue de ce type de construction. Et on a une perception aujourd'hui qui est quand même très positive du grand public. On a une étude qui a été réalisée par l'IFOP ici, en 2018, où 88% des gens ont une bonne image de ces matériaux et 76% considèrent qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour faire un petit aperçu de l'étendue du champ d'action de ces matériaux, on pense souvent pour les matériaux biosourcés à l'isolation, à la structure avec le bois. En réalité, il y a quand même beaucoup de lots qui sont concernés, du bardage, des cloisons, en peinture, en revêtement de sol, etc. Et pas seulement l'isolation structure. Donc, vraiment une gamme de produits qui est étendue. Également pour les matériaux géosourcés, alors on est essentiellement sur de la structure avec tous les principes de construction de terre crue, du pisé, la daube, la bauge, etc. Mais on a aussi des revêtements de sol, des enduits, des cloisons avec des panneaux de terre comprimés, des éléments qui viennent un peu étendre les possibilités de ce type de matériaux. En termes de contexte réglementaire, on est vraiment dans une période favorable de par plusieurs raisons. Déjà, dans la commande publique, ces matériaux sont fortement encouragés, que ce soit via la loi Elan, dans le Code de l'environnement, la loi de transition énergétique. Également, les collectivités, les régions, au travers des PLU, de labels locaux, qui développent pas mal de villes ces derniers temps, des PCAET, incitent fortement à leur utilisation.
Et certaines villes vont même jusqu'à proposer des bonus de constructibilité. Donc, d'où l'importance d'analyser au début d'un projet un peu ce contexte-là, qui permet des fois de favoriser les matériaux biosourcés sur un projet en leur conférant un net avantage. Le deuxième point réglementaire, c'est la RE 2020. Qui va être obligatoire pour tous les logements à partir du 1er janvier 2022. On attend encore une date pour la partie tertiaire, code du travail, etc. Et qui introduit deux éléments. Dans un premier temps, l'ACV, donc qui va être obligatoire, donc le bilan carbone, hein, qui va être obligatoire sur tous les bâtiments neufs, qui est donc un facteur qui va favoriser les matériaux bio et géosourcés, qui sont globalement moins carbonés. Et on a le choix dans cette RE 2020 entre une ACV statique, donc ça c'est l'ACV qu'on fait aujourd'hui, voilà, dans le plus C-, voilà, dans différents labels, et l'ACV dynamique. Et donc l'originalité de ça, en fait, l'ACV dynamique, c'est qu'elle attribue à chaque année d'émissions carbone, donc c'est sur 50 ans, un facteur qui va de 1 à 0, autour de 0,6. Et donc en fait, les émissions carbone dans le futur, donc plutôt en fin de vie, sont artificiellement diminuées. Et les émissions carbone de la production, donc plutôt en début de vie, vont être, elles, un petit peu augmentées. Et donc ça, en fait, ça favorise les matériaux biosourcés. Pourquoi? Parce que les matériaux biosourcés sont plutôt stockeurs de carbone pendant la phase de production. Et par contre, on considère en général dans les FDES que tout ce carbone est relâché dans l'atmosphère en fin de vie, parce qu'on considère en général qu'ils sont mis en décharge. Voilà. Donc ça les favorise fortement. On a l'exemple de ce petit graphique ici, avec ici le bilan carbone en ordonnée, d'accord. En bleu, c'est 1 mètre cube de CLT. En vert, c'est 1 mètre cube de béton. Donc on voit en ACV statique ici que le béton est quand même plus émissif que le CLT, donc c'est logique. Si on passe en ACV dynamique, alors là, on a carrément un net avantage du CLT qui devient ici stockeur de carbone, donc négatif. Donc voilà, d'où l'intérêt de se pencher sur ces matériaux-là en vue de ces RE 2020. Et le deuxième point, c'est l'introduction des seuils de degrés-heure. Donc, en fait, une indication du confort d'été, donc qui va être quelque chose d'assez beaucoup plus poussé que le TIC qu'on avait en RT 2012. Et donc là aussi, les matériaux biosourcés ont tout leur rôle à jouer puisqu'ils sont globalement meilleurs en termes de confort d'été, puisqu'ils apportent plus de déphasage et une régulation hygrothermique. Outre l'aspect réglementaire, on a aujourd'hui pas mal d'éléments un petit peu de crise, que ce soit environnementale ou sociale. Et donc, ces matériaux-là permettent de répondre, en partie du moins, à ces enjeux-là, que ce soit en termes de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources, de traitement des déchets pour la partie environnement, et de crise sanitaire, crise sociale, voire des relations riveraines pour la partie plutôt sociétale. Alors, pour le réchauffement climatique, je ne vais pas vous expliquer, on est tous au courant aujourd'hui. Il faut quand même savoir que le secteur immobilier, c'est environ 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et dans ces 30%, 60% est lié à la construction, donc vraiment au choix des matériaux. Et donc, les matériaux biosourcés, ils vont ici permettre, et géosourcés, de limiter ce réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre liées à cette construction, en fait. Puisqu'ils sont globalement moins carbonés. En général, de 15 à 45% moins carbonés. Ça dépend qu'est-ce qu'on compare, évidemment. On a ici un petit exemple de graphique d'une étude émise par l'ADEME sur le bilan carbone de différents éléments. On voit bien que le bois est négatif. Par exemple, à comparer à l'aluminium, l'acier ou même le béton, on a un net avantage. Il y a une étude qui a été réalisée qui a émis l'hypothèse qu'on construise l'ensemble des bâtiments neufs en France au niveau 3 du label bâtiment biosourcé. Et donc ça permettrait de compenser 7,1% des émissions CO2 du secteur du bâtiment et 1,7% des émissions CO2 totales annuelles en France. Donc c'est quand même conséquent, c'est un levier d'action majeur, quoi. Et il y a Carabiti qui a fait un petit calcul qui est aussi intéressant. C'est tout le carbone stocké par les matériaux biosourcés qu'on met en œuvre chaque année en France. Ça équivaut à 425 000 allers-retours Paris-New York en termes de CO2. Donc c'est conséquent. Deuxième point lié au réchauffement climatique, c'est justement l'augmentation des températures, notamment à l'horizon 2050 qui est prévu par le GIEC. On a ici un petit exemple de comparaison entre le climat actuel à la station de météo Paris-Montsouris et un climat 2050 moyen, donc considéré par le GIEC, avec le nombre d'heures au-dessus de 26 degrés qui passerait de 235 à 653. Donc là, on comprend bien l'importance majeure de travailler sur ce confort d'été. Et ça, c'est quelque chose qui va être permis
par ces matériaux biosourcés et géosourcés. Pourquoi? Parce qu'ils apportent un meilleur déphasage, ils ont une meilleure capacité calorifique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir stocker plus d'énergie, et ils ont une capacité de régulation hygroscopique avec des cycles d'absorption, désorption d'humidité qui permettent en fait d'absorber ou de dégager de la chaleur. On en parlera plus longtemps en parlant du champ. Donc là, on a fait une petite étude à titre comparatif sur Rubacus entre une laine de verre 20 cm d'épaisseur et une laine de chanvre 20 cm d'épaisseur. Et on constate qu'on a un déphasage de 3,4 heures pour la laine de verre et 6,2 heures pour la laine de chanvre. Donc c'est quand même le double. Et à ça, on peut rajouter l'amplitude thermique. On a ici en ordonnée la température, d'accord? Donc en rouge à l'extérieur, en bleu à l'intérieur. Et on voit qu'il y a une légère diminution de l'amplitude avec de la laine de verre et qu'elle est beaucoup plus importante en laine de chanvre. Donc voilà, ces matériaux ils sont fondamentaux pour lutter contre les surchauffes. Deuxième point, c'est l'épuisement des ressources. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler du jour du dépassement. Voilà, ce qui est le jour où l'humanité consomme l'ensemble des ressources terrestres générées par an, et donc qui avance chaque année. Et aujourd'hui, il est fixé au 29 juillet. Et les bâtiments, ils consomment 50% des matières premières dans le monde. Donc là aussi, il y a un levier, il y a une action importante à réaliser. Et donc, les matériaux biosourcés, ils vont permettre de réduire la consommation de matériaux et notamment de privilégier aussi la rénovation et l'adaptabilité des bâtiments. Donc, déjà, c'est des matériaux qui sont généralement plus légers, notamment le bois par rapport au béton, hein, voilà, sa densité est 5 fois moindre. Donc, ça permet d'alléger des fondations, ça permet d'alléger des reprises de charge. C'est des matériaux qui sont idéaux pour la rénovation, notamment sur le bâti ancien. On a quand même 30% du parc existant qui est d'avant 1948. Et l'avantage de ces matériaux, c'est qu'ils ont les mêmes propriétés que les matériaux anciens. Donc, typiquement, quand on a un vieux bâtiment qu'on vient réisoler, il faut que le mur puisse respirer. Et donc ça ne marche pas avec du polystyrène ou les matériaux conventionnels. Il faut ici du biosourcé. Et enfin, pardon, ça passe pas. Hop. Facilité pour les extensions, qui est quelque chose de plus en plus qu'on voit de plus en plus souvent, notamment avec la construction en bois, de par sa légèreté, hein, tout simplement. Et une facilité aussi de déconstruction et de flexibilité des bâtiments. Pourquoi? Parce que voilà, typiquement sur la construction bois, on est plutôt vissé, fixé que collé ou coulé comme avec du béton. Deuxième axe, ces matériaux ils vont permettre privilégier des matériaux renouvelables et des matériaux durables. Donc, c'est des matériaux qui sont en général présents en abondance. Alors, ça dépend lesquels, hein. On pourrait faire au cas par cas, notamment pour la terre crue, la paille, par exemple. Sur la paille, par exemple, on a un chiffre qui est assez édifiant, avec 3% de la paille disponible actuellement pour isoler tous les bâtiments en France. Voilà, tous les bâtiments neufs, évidemment. On a une ressource qui est renouvelable et des matériaux qui sont en général assez durables, notamment qui vont être des isolants qui ne vont pas subir de tassement, qui vont avoir des durées de vie assez importantes, mieux tenir à l'humidité aussi. Et le dernier point sur ce sujet-là, c'est réduire les consommations d'énergie. Donc, par deux aspects. L'énergie grise, donc, qui est utilisée pour la production des matériaux. Donc, on voit qu'ici, du bois par rapport à l'aluminium, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour produire des matériaux biosourcés ou géosourcés. Et notamment, la construction bois va avoir une meilleure performance thermique à épaisseur égale de paroi, puisque tout simplement, on a une paroi vide où on peut insérer beaucoup plus d'épaisseur d'isolant. Troisième point, le traitement des déchets. Donc, on a aujourd'hui, c'est tous une problématique de traitement des déchets. Et le bâtiment est quand même responsable de 70% des déchets à l'échelle de la France. Alors bon, il y en a la majeure partie qui sont des déchets inertes, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Là, ici aussi, les matériaux bio et géosourcés vont permettre de travailler là-dessus en limitant la production de déchets et en facilitant la revalorisation de ces matériaux en fin de vie, puisqu'on a essentiellement des matériaux recyclables ou revalorisables. Les terres d'excavation, qui sont aujourd'hui il y a un gros excédent de terres d'excavation qui finissent en décharge, qu'on pourrait potentiellement réutiliser sur les projets pour limiter ça. La préfabrication et la filière sèche, c'est générateur de moins de déchets en chantier. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, on a des bâtiments qui sont plus facilement démontables. Quatrième point en termes de crise sanitaire et de pollution. Donc aujourd'hui, on connaît tous les problématiques de pollution de l'air intérieur, qui est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, avec notamment une estimation de 20 000 morts en France par an. Et une partie de cette pollution est due aux matériaux du bâtiment.
Et donc ici, les matériaux biosourcés ont aussi un rôle à jouer, de par plusieurs caractéristiques. Déjà, c'est des régulateurs de l'humidité. Donc, ça permet de maintenir une humidité plus stable, donc qui est meilleure pour la santé et le confort. Ils sont en général classés A+, mais en fait, ils sont bien en dessous de cette classification. Ils ont très peu de dégagement de polluants type coke ou formaldéhyde. Il y a un aspect biophilique, voilà, un apport du naturel dans le bâtiment. Et pour la plupart, ils ont quand même un faible impact sur les milieux. Ils limitent la pollution. On en parlera plus longuement, notamment pour le charbon. Pour la partie crise sociale, donc les problématiques aujourd'hui, c'est relocaliser les emplois et soutenir les milieux ruraux. Et ça, c'est des éléments que les matériaux bio et géosourcés permettent d'encourager, notamment avec la création d'emplois non délocalisables. Il y a 4000 emplois qui ont été créés dans la filière biosourcée ces dernières années, des débouchés supplémentaires pour des filières agricoles et sylvicoles et une préservation générale de savoir-faire. Et je finirai par les relations riverains, où les matériaux biosourcés, grâce à la préfabrication et à la filière sèche, permettent de réduire les nuisances de chantier et de diminuer les délais de construction, notamment pour la construction bois. On est à plutôt un étage par semaine au lieu d'un étage par mois, contrairement au béton. Donc, c'est quand même un aspect fondamental. Voilà un petit résumé des leviers qui permettent de répondre à ces enjeux-là. On pourra résumer les choses de la manière suivante, c'est-à-dire que ces matériaux-là, ils répondent à 11 des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est quand même très important. Les grandes opportunités qui sont liées à ces enjeux, donc clairement, c'est répondre aux exigences de la RE 2020 et aux nouvelles exigences des cahiers des charges, de ZAC, de collectivités, etc. Se positionner sur la rénovation, anticiper les problématiques de confort d'été, anticiper la fin de vie des bâtiments, répondre à l'intérêt croissant des populations pour ces matériaux, intégrer les problématiques liées à la qualité de l'air et relocaliser la ressource au plus près des projets, notamment dans un contexte d'augmentation du prix des transports. Deuxième point, donc on a vu un peu tous leurs avantages. Maintenant, on va parler plutôt de leurs contraintes, qu'il est possible de lever ou de limiter. Donc d'abord, le surcoût à l'investissement. Donc, c'est vrai qu'on a généralement des produits qui sont un peu plus chers. Typiquement, la construction bois, c'est considéré 2 à 20% plus cher selon le mode constructif, mais ce n'est pas forcément quelque chose de systématique. Attention, il y a des projets qui ont démontré des coûts iso-coûts entre bois et béton. Ça arrive. Les isolants biosourcés qui sont 10 à 15% plus chers, mais là encore, ça dépend à quoi on les compare. Si on les compare à de la laine de verre, c'est vrai. Si on la compare à du polyuréthane ou à du polystyrène, c'est beaucoup moins vrai. Donc, il y a différents leviers qui permettent de limiter cette contrainte-là. Premièrement, avoir une vision en coût global d'un projet. Parce qu'on a souvent des matériaux plus durables, et donc sur une longue durée de vie, on aura moins besoin de les remplacer ou de les entretenir. On a le choix du mix biosourcé idéal, c'est-à-dire, OK, je mets du biosourcé, mais quel lot je choisis? Il y a des lots plus ou moins impactants. Typiquement, l'isolation, c'est 15% plus cher, mais à l'échelle du bâtiment, ce sera peut-être que 2% d'augmentation du coût. Considérer les apports et les services qu'ils rendent, c'est-à-dire qu'ils sont plus chers, mais ils apportent un bien-être supérieur, une régulation hygrothermique, un meilleur confort d'été, etc. On peut les valoriser sur un projet également, typiquement en essayant de les rendre visibles sur un projet, en communiquant dessus, ou en les valorisant via des labels ou via des certifications. On a ici, par exemple, quelques exemples de tous les points qu'on peut aller récupérer dans différentes certifications en intégrant ces matériaux-là. On a des gains potentiels sur d'autres lots aussi. Par exemple, des bâtiments en produits biosourcés où on peut se passer de climatisation. On peut alléger probablement les fondations. Sur le gros œuvre aussi, on peut réduire les coûts. Notamment, il y a une analyse critique des offres gros œuvres qui est importante à faire sur les projets bois, parce qu'on a souvent des offres gros œuvres qui sont un peu surestimées. On peut avoir des gains de charge au niveau des façades, puisque à résistance égale, on peut avoir une façade plus étroite en bois qu'en béton. Et il y a des aides qui sont disponibles. Alors, j'en ai pris une en exemple. C'est le réflexe bois biosourcé en Île-de-France. Alors, c'est pour le public, mais qui propose des aides en fonction de différents niveaux du label bâtiment biosourcé atteint. Ensuite, la seconde problématique, c'est problématique d'assurance, de validation bureau de contrôle. Donc là-dessus aussi, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué, mais c'est de moins en moins vrai, parce qu'on a quand même de plus en plus de matériaux qui sont soumis, qui ont des avis techniques ou qui sont soumis à des règles professionnelles. Typiquement le chanvre et la paille. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu des bureaux de contrôle pour l'instant, ces règles professionnelles, qui sont pourtant au même titre que les DTU analysés par la C2P et qui en font donc des techniques courantes. Et ça, souvent, les bureaux de contrôle ne le savent pas. Donc, d'où l'importance de choisir consciencieusement son bureau de contrôle, de calibrer sa mission,
C'est-à-dire que voilà, il faut accepter peut-être de payer un petit peu plus pour qu'ils prennent le temps d'aller fouiller les sujets et pas seulement de sanctionner. Et il faut l'accompagner au cours du projet pour voilà, lui expliquer des choses, typiquement les règles professionnelles, qui sont parfois peu connues. En termes incendie, alors il y a des choses vraies et des choses fausses là-dessus. Déjà, en termes de résistance au feu, on a quand même beaucoup de matériaux qui ont une très bonne résistance au feu. Typiquement, le béton de chanvre, voilà, qui a été classé EI 240, donc coupe-feu 4 heures. Pour la paille, on est à EI 120, donc 2 heures. La caractéristique, c'est qu'on a des matériaux qui brûlent lentement et qui vont créer une sorte de couche carbonée qui va les protéger en fait, de l'incendie. Là, j'ai mis un petit exemple d'un essai Le Pire pour une façade paille, par exemple. Où, au bout de 30 minutes, ici, on gratte un peu la paille et on se rend compte que dessous, elle n'a pas du tout bougé, quoi. Par contre, en termes de réaction au feu, voilà, ça reste des matériaux inflammables, donc ils sont plutôt classés B et pas A. Donc ça limite ce qu'on peut faire avec, évidemment, mais ça n'empêche pas de les utiliser, notamment en façade. On a le guide bois construction et propagation du feu qui voilà, préconise à partir du moment où on encapsule ces matériaux, voilà, il n'y a pas de souci. On a aujourd'hui une réticence qui commence à tomber face au risque incendie. Je prenais l'exemple ici du service de sécurité incendie du département 54 qui ont construit, pour le donner l'exemple, leur bâtiment en fibre de bois, en paille et en bois. Voilà, donc c'est quand même assez significatif. Alors attention tout de même à la dernière doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés de la préfecture de police de Paris, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui n'est pas obligatoire, mais qui commence à devenir une référence. Alors, ça ne va pas empêcher de construire un matériau biosourcé en bois, hein. C'est plus que ça limite très, très, très fortement les façons de les rendre visibles sur un projet. Voilà. Ensuite, le manque de ressources matérielles et humaines. Donc, sur le manque de ressources matérielles, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Alors, c'est vrai sur le bois, ce n'est pas du tout vrai sur le chanvre, la paille, qui sont vraiment disponibles en abondance sur le territoire. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire un diagnostic ressources territoriales en commençant un projet, pour se rendre compte voilà, de quelles ressources on a sur place, quelles compétences on a sur place aussi, parce qu'elles ne sont pas forcément présentes partout sur le territoire. Et ça, il y a des outils qui sont de plus en plus performants pour travailler là-dessus. Et enfin, il y a les réseaux de professionnels, typiquement sur le chanvre, sur le bois, la paille ou encore la terre crue, qui permettent voilà, d'avoir accès à tout un réseau d'acteurs et de compétents et performants sur ces sujets-là. Sensibilité à l'humidité. C'est quelque chose qui revient assez souvent parce que c'est vrai que c'est des matériaux putrescibles. Mais là-dessus, il y a deux choses. Déjà, c'est des matériaux hygroscopiques. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent absorber une quantité d'humidité et la désorber sans que ça pose particulièrement de problème. Et ça ne va pas réduire notamment leur performance. Parce qu'en fait, ils sont composés ce sont des fibres qui vont absorber l'eau sur la partie biosourcée, c'est l'argile sur la partie géosourcée. Et donc, on a de l'eau dedans qui est en permanence présente sous forme condensée capillaire. C'est ce qu'on voit ici. Donc, ce n'est pas de l'eau liquide, en fait. C'est de l'eau qui est enfermée dans ces fibres. Et donc, en fait, c'est juste qu'il faut changer la façon de concevoir les projets avec ces produits-là, c'est tout. On change de paradigme. On n'est plus sur le tout étanche, on doit être sur le perspirant. C'est-à-dire qu'on doit laisser l'humidité entrer dans le mur. C'est juste qu'il ne faut pas l'empêcher de ressortir. Voilà. Donc, il y a différentes règles à respecter pour s'assurer qu'on n'a pas de problème avec ça, mais si on les respecte, normalement, il n'y a pas de souci. Également, pour la résistance aux nuisibles, la sensibilité aux nuisibles. Voilà, on a souvent des remarques par rapport notamment aux rongeurs, ce genre de choses. Alors, de un, il y a certains matériaux qui ne sont pas sensibles aux rongeurs, typiquement le béton de chanvre. Secondement, c'est une question de mise en œuvre ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une qualité de mise en œuvre avec, par exemple, des grillons anti-rongeurs ou des choses comme ça, qui permet d'éviter ce genre de problème à l'avenir. Et voilà, un rat ne va pas plus faire son nid dans une laine de chanvre que dans une laine de verre, par exemple. C'est juste la qualité de la mise en œuvre qui va jouer ici. Ensuite, la sinistralité, qui est un petit peu le résumé de ces deux points-là. On se dit toujours matériaux biosourcés, sinistre possible, etc. Il y a une étude de la MAF sur 50 000 sinistres répertoriés en 2015. Et là-dessus, sur les 50 000, il y en a une douzaine qui sont liés à des matériaux biosourcés. Donc, ça fait 0,00024%. Alors, les matériaux biosourcés, ce n'est pas l'essentiel de la construction, mais bon, on l'a quand même vu tout à l'heure, on peut considérer entre 5 et 10% de projets. Donc, on est bien loin de ces 0,0024%. Voilà.
Donc, c'est souvent lié à deux points. Problème de conception et de mise en œuvre, parce qu'en fait, on est beaucoup de gens qui sont non sachants sur ces matériaux et qui continuent à concevoir et à mettre en œuvre de la même manière qu'avec des matériaux conventionnels. Or, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Donc ça, à partir du moment où on respecte les règles professionnelles, les avis techniques et qu'on a des acteurs qui sont sensibilisés et formés sur le chantier, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est des interventions a posteriori. Typiquement, la fixation d'un équipement lourd. On a eu un plan de recollement insuffisant, on a loupé l'ossature bois, par exemple. Ou encore l'intervention d'un électricien qui va venir mettre un éclairage en plus, un conduit de fumée. Il ne sait pas que les isolants sont biosourcés, donc inflammables, et donc ça peut créer un sinistre aussi. Là aussi, c'est la précision des plans de recollement et des indications sur la nature des isolants, par exemple, qui permettent de lever ce genre de problème. Et le dernier point que j'aborderai, c'est des fois on parle de manque d'inertie du bois par rapport au béton. Mais ça se règle de manière assez aisée. Aujourd'hui, on a la mixité bois-béton. On peut faire des dalles en béton, on peut faire un noyau en béton, on peut introduire de la terre crue aussi à l'intérieur des bâtiments. Donc, il y a 1000 moyens de lever cette problématique qui n'en est pas forcément vraiment une. Donc, ça, c'est une petite conclusion voilà, des différentes contraintes et des leviers d'action. Voilà, c'est plus visuel qu'autre chose, avec 4 contraintes majeures. Qui sont celles-ci. Celles-ci, en fait, si on respecte les règles pro, normalement, il n'y a pas de problématique particulière. Donc, les conditions de réussite, un peu pour réussir un projet biosourcé que je résume ici, déjà, c'est incorporer les exigences au plus tôt, si possible, dès le programme, et surtout savoir au plus tôt dans la conception du projet qu'on va partir sur du bois, sur du chanvre, sur de la paille. Typiquement, un projet qui, sur le tard, a conçu en béton et se dit mais finalement, je vais mettre du bois, je vais mettre de la paille, ça ne marche pas. Réaliser un diagnostic aux ressources territoriales, composer une équipe appropriée, fondamentale, discuter en amont et formaliser la mission avec le bureau de contrôle, et enfin former et sensibiliser les acteurs en conception, mais aussi sur chantier. Donc, on va aborder maintenant la seconde partie de cette présentation, on va aborder des aspects un peu plus techniques ici, en parlant spécifiquement du béton de chanvre. Alors, pourquoi le béton de chanvre? Pour plusieurs raisons. Premièrement, on a les nouvelles règles professionnelles du béton de chanvre qui vont sortir en janvier 2022. Et donc, ça nous a paru intéressant de s'inscrire dans cette actualité-là. Deuxièmement, c'est une filière qui se développe énormément, et pas seulement dans le bâtiment. Et troisièmement, c'est un matériau qui répond vraiment de manière très forte à tous les enjeux dont on a parlé précédemment. Alors, le béton de chanvre, c'est quoi? C'est un granulat, donc qui est la chènevote. Donc, c'est issu du chanvre, de la plante qui est le chanvre, qu'on vient broyer sous cette forme-là. Et un liant, donc en général, c'est de la chaux, qu'on va mélanger à de l'eau. Donc, voilà, c'est granulat plus eau plus liant. Donc, c'est un peu comme le béton finalement. Et on va avoir du béton de chanvre. C'est une filière qui est gérée par Interchanvre. Donc, Interchanvre, il gère la filière chanvre dans son ensemble, donc pas que dans le bâtiment. Et Construire en chanvre, lui, organise la filière vraiment orientée bâtiment. Et l'originalité de Construire en chanvre, c'est qu'ils vont vraiment du producteur jusqu'à l'artisan. Voilà. Donc, c'est un produit qui a été développé avec la première maison en 1987 en France. Et aujourd'hui, on a 214 projets dans la moitié nord de la France qui utilisent du béton de chanvre. Ici, on a une petite carte des chanvrières. Voilà. Parce qu'en fait, c'est organisé autour de chanvrières qui vont défibrer le chanvre, etc., faire la chènevote. Il y en a 6 principales, plutôt dans le nord de la France. Mais il faut savoir que c'est en très fort développement et on en a 3 autres là, qui sont en train de se créer. Une en région PACA, une en Occitanie et une autre en Charente, pour couvrir un petit peu la moitié sud de la France. On a ici une petite image de l'évolution des hectares de production de culture de chanvre en France. Et on voit qu'on a une augmentation significative. Et il faut savoir que la France a quand même une grosse historique de production de chanvre, une grosse tradition. Et c'est quand même le premier producteur européen avec plus de 50% de la production. C'est une plante qui a pas mal d'avantages. C'est ce qu'on appelle une plante qui est utilisée en tête d'assolement, notamment avec la culture du blé. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir 4 ans de culture de blé et après, au lieu de laisser une année de jachère, on va planter du chanvre. Pourquoi? Parce que ce chanvre, en fait, il va réenrichir le sol. C'est des racines profondes qui vont aller chercher les nutriments au fond et les ramener à la surface. Et donc, on a une culture de blé qui va être 8 à 10% plus productive l'année suivante. Deuxièmement, c'est une plante très dense, donc il va étouffer toutes les mauvaises herbes. Et donc, on n'a pas besoin, il n'y a aucun phytosanitaire. Et troisièmement, on n'a pas besoin de l'arroser. Voilà, donc c'est vraiment une plante extrêmement écologique qui permet d'apporter un complément de revenus aux agriculteurs notamment et d'améliorer les rendements de blé.
Hop. Ça, voilà, c'est la plante de chanvre. Donc, il y a plusieurs composantes de cette plante qu'on peut utiliser aujourd'hui. Typiquement, la graine, qui peut plutôt utiliser pour ses aspects nutritifs. La fibre, pour faire aujourd'hui dans l'automobile, dans la papeterie, ce genre de choses, le vêtement aussi. Et la chènevote. Donc, la chènevote, c'est vraiment l'intérieur de la tige ici, qui est vraiment plutôt, c'est vraiment siliceux, il y a pas mal de bois dedans, et qui va être utilisé pour faire le béton de chanvre. Sachant que le béton de chanvre, ce n'est pas la seule utilisation. La fibre est utilisée pour faire de la laine de chanvre aussi. Deuxième point, c'est les liants. Donc, les liants, on a ici la liste des producteurs de liants qui sont validés par les règles professionnelles. On utilise essentiellement de la chaux, même si on peut aussi utiliser du ciment prompt ou d'autres choses. Et c'est un mélange de chaux aérienne et de chaux hydraulique. L'intérêt de la chaux, c'est quoi? Déjà, c'est perspirant par rapport au ciment, donc c'est important d'avoir quelque chose de perspirant. C'est moins énergivore que le ciment, puisque c'est cuit entre 800 et 1000 degrés et pas à 1450 degrés. Et enfin, le cycle de la chaux fait que la chaux redevient du calcaire en fin de vie, donc redevient un produit naturel en fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle elle est décarbonée quand on la chauffe, donc ça fait de la chaux vive. On la réhydrate pour faire la prise. Et ensuite, tout au long de sa vie, il y a un phénomène de carbonatation. Donc en fait, le CO2 revient se fixer dessus et reformer du calcaire. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant d'un point de vue environnement. Alors, c'est quoi les usages du béton de chanvre? Alors déjà, c'est une technique non porteuse. Ce sera peut-être une réflexion à avoir dans les prochaines années avec le CSTB, mais pour l'instant, c'est considéré non porteur. C'est utilisé du coup en remplissage d'ossature, donc soit avec une structure bois, soit béton, soit acier. C'est utilisable pour tout type de locaux, donc on verra après les limitations qu'on a, en neuf ou en rénovation. C'est particulièrement intéressant, notamment en rénovation, parce que comme c'est un produit qui respire, il n'y a pas de risque de dégradation du bâti ancien et de ruine du bâtiment suite à son isolation. On peut l'utiliser en toiture, pour les murs, pour le sol et pour les enduits. Et il est soit projeté, donc comme on peut voir ici, donc sur site, soit en préfabrication, avec notamment Wallup là, qui s'est monté, qui fait des systèmes préfabriqués, tout fait, donc bois plus béton de chanvre, ou en bloc amaçonné. Alors, les blocs amaçonnés, je ne m'étendrai pas dessus ici. Eux, ils sont soumis à des avis techniques. Ils sont plus orientés maison individuelle. Voilà, donc ici, on va se concentrer plutôt sur le béton de chanvre projeté. Donc, le béton de chanvre projeté, il est soumis à des règles professionnelles, en fait. Voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui en font une technique courante. Voilà. Donc, il est soumis à assurance décennale, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. La première version de ces règles professionnelles est sortie en 2007. La version en cours est celle de 2012. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Des locaux d'habitation seconde famille, des ERP 5e catégorie jusqu'en R+2 et des locaux code du travail jusqu'en R+2, outre les locaux très humides. En janvier 2022, devraient paraître les nouvelles règles professionnelles. On a encore parlé hier là, à l'AG Construire en chambre. Tout simplement pourquoi? Parce que l'agence qualité construction se réunit 2 fois par an et une fois en janvier. Donc, elles vont être soumises à ce moment-là. Et donc, il y a une extension de leur domaine d'application qui va permettre leur utilisation sur beaucoup plus de bâtiments. Donc, ça, c'est très intéressant. Locaux d'habitation 3e famille, ce coup-ci. ERP jusqu'à 3e catégorie, jusqu'à R+7. Et locaux code du travail jusqu'à R+7. Voilà. Donc, ces règles professionnelles, on n'a pas le temps de les décrire ici, ce n'est pas non plus toute une formation, mais on peut les synthétiser de la manière suivante. Donc, d'abord, on doit utiliser une chènevote qui est labellisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe laquelle. On a des chanvrières qui sont labellisées avec des chènevotes qui sont calibrées, selon beaucoup d'aspects. Utiliser un couple liant granulat validé également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle chaux avec n'importe quelle chanvre. Respecter les règles professionnelles pour sortir 3 règles principales, disons, toujours une phase perspirante. Il faut que ça puisse respirer. Dégressivité du SD vers l'extérieur, c'est-à-dire que la composition du mur ou de la toiture doit être de plus en plus ouverte à la vapeur d'eau vers l'extérieur. Et une rupture de capillarité d'au moins 20 cm, comme pour le bois. Et enfin, le dernier point, il faut qu'il y ait au moins la maîtrise d'œuvre et l'entreprise qui ait suivi la formation pour pouvoir être assuré. Voilà. En termes de caractéristiques techniques, déjà d'un point de vue mécanique, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que le béton de chanvre dans les règles professionnelles a au moins une résistance à la compression de 0,3 MPa. Mais dans la réalité, on va jusqu'à 1,5 MPa.
Donc, ça a quand même une résistance de 15 tonnes au mètre carré. Donc, ce n'est pas porteur, mais ça pourrait le devenir. Et en termes de densité, on a un produit qui est aux environs de 400 kg par mètre cube, en tout cas pour son usage mûr. Après, ça s'adapte un petit peu en fonction de l'usage. Sur la partie hygrothermique, donc ça, c'est vraiment probablement le point le plus intéressant. Alors, en termes de lambda, donc de conductivité, on n'a pas un produit exceptionnel. On est clairement moins bon que de la laine de verre, de la laine de chanvre ou quoi, puisqu'on a un lambda, on peut atteindre 0,076 en mur et 0,056 en toiture. Son intérêt, c'est plus vraiment sur le confort d'été, avec une capacité thermique qui est élevée, 1500 à 1700, donc qui permet de stocker beaucoup plus de chaleur à comparer à la laine de verre qui est plutôt à 800. J'ai fait un petit calcul avec Ubacus de comparaison béton de chanvre, laine de bois rigide, laine de verre, en termes de déphasage et en termes d'atténuation d'amplitude. Donc, le béton de chanvre, pour 20 cm, on a 13,5 heures de déphasage. En laine de bois est rigide, donc c'est vraiment la laine de bois à 140 kg par mètre cube. On est à 11,5, donc c'est quasiment équivalent, même si le béton de chanvre est un peu meilleur. La laine de verre, on a 3,3, donc là, c'est carrément hors compétition, quoi. Et enfin, l'atténuation d'amplitude, donc qui est en fait l'atténuation de l'amplitude thermique entre l'extérieur et l'intérieur. On a un coefficient de 19,6 pour le béton de chanvre et on passe à la moitié pour la laine de bois rigide. Donc, c'est vraiment un matériau qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Ça, c'est des choses qui sont prises en compte aujourd'hui dans les STD et le lambda dans la RT. Par contre, il y a tout un aspect qui aujourd'hui, on ne prend pas en compte dans les études et dans la réglementation, qui est la capacité de régulation hygrothermique des matériaux biosourcés et notamment de ce matériau. Il faut savoir que le béton de chanvre, c'est comme les autres matériaux biosourcés, c'est composé de fibres microscopiques, d'accord, comme on peut voir ici. Et donc, on a une triple porosité dans ce béton de chanvre entre les fibres et le liant, dans les fibres, donc c'est les canaux qu'on a ici, et dans le liant. Et donc, en fait, c'est un matériau qui va pouvoir absorber très facilement de l'eau lorsque les conditions d'humidité changent ou la désorber lorsque les conditions d'humidité diminuent. Là, on a un petit schéma qui montre en fait comment ça fonctionne. On a un réseau des capillaires, tout simplement. Donc, ça, c'est les fibres du chanvre. Pardon. Et l'eau va s'absorber par absorption à l'intérieur. Et en fait, va arriver à un point où elle va condenser. Mais ça ne va pas être de l'eau sous forme liquide, c'est de l'eau condensée capillaire. Donc, elle est emprisonnée dans ces fibres. Donc, ce n'est pas un point de rosée finalement, c'est juste de l'eau qui est présente sous forme condensée capillaire. Et donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est finalement, il va réagir un peu comme un matériau à changement de phase. En été, l'eau qui est condensée dans ces canaux va s'évaporer. Et donc, pour l'évaporation, elle va absorber une très grande quantité d'énergie. Et donc, ça va participer au refroidissement des locaux. En hiver, inversement, l'eau qui est sous forme de vapeur va condenser capillaire dans ces réseaux et donc va dégager beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu un climatiseur et un chauffage naturel, en quelque sorte. Et donc, ça permet, il y a une étude qui a été réalisée ici par Tradical, par exemple, donc sur plusieurs jours ici, avec la température en ordonnée. On voit la température sur la paroi en rouge, qui atteint les 55, température extérieure, qui monte à 30 régulièrement, et la température intérieure, sans chauffage, sans climatisation, qui est stabilisée grâce notamment à cet effet hygroscopique du béton de chanvre. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça permet aussi de réguler l'humidité. Ça maintient l'humidité entre 50 et 60%. Et c'est un matériau où il n'y a pas de point de rosée, en fait. Donc, ça, je ne vous expliquerai pas. C'est un petit peu complexe, mais il suffit de faire la méthode de Glaser pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Donc, il y a un travail qui est fait, qui n'est pas encore finalisé, sur peut-être un titre 5 qui pourrait être intégré à la RE 2020 pour avoir un bonus de lambda pour considérer ce genre de phénomène. Sur la partie incendie, donc là, j'ai mis un petit exemple de classement incendie fait par Tradical notamment. Donc, on a les matériaux qui sont classés B. Voilà, donc comme la plupart finalement des isolants biosourcés, sauf en mortier, donc c'est-à-dire en enduit, on a quand même du A. Voilà. Ça, c'est pour la réaction au feu. Concernant la résistance au feu, on a une très bonne résistance au feu. On est EI 240, donc coupe-feu pendant 4 heures. Donc, ça permet notamment potentiellement de protéger une ossature bois. Et il y a un essai Le Pire 2 qui a été réalisé il y a peu, où il a été prouvé que le béton de chanvre empêche la propagation du feu par les façades pendant au moins 1 heure. Donc, en termes de feu, on a vraiment un produit qui est très performant. Là, ici, on a une petite image, par exemple, après 7 heures
de feu sur une paroi en béton de chambre, d'accord? Et on voit qu'ils ont gratté un peu, le dessous n'est pas brûlé, quoi. Hop. Là, juste pour vous montrer, alors si ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Ah, tant pis. Bon, tant pis. C'est une petite vidéo en fait ils ont enflammé à l'école du chanvre un bloc de béton de chanvre pendant 2 heures. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout de 2 heures, avec une température de 1500 degrés de ce côté-là quand même, hein, que de l'autre côté, au bout de 2 heures, on avait à peine monté de 1 degré la température. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un coup de feu, quoi. Alors sur la partie acoustique, je ne vais pas m'étendre longtemps. Il y a des PV acoustiques qui ont été faits par Radical. Globalement, il a une très bonne absorption, supérieure à 80%. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour ça, il faut qu'il soit sans finition. Donc ça rend un peu compliqué son utilisation parce que c'est quand même un matériau un peu friable. Et par contre, il a un affaiblissement qui est plutôt limité parce que c'est ni assez dense ou massif comme du béton et ça n'a ni l'effet ressort comme une laine de chanvre ou une laine de verre. C'est un peu entre les deux. Donc, il y a des précautions à prendre sur la partie acoustique quand on conçoit notamment en logement collectif. Sur la partie carbone, il y a une F2S collective qui a été réalisée, qui aboutit à un résultat de 123 kg équivalent CO2 par mètre cube, qui est un résultat meilleur que le béton, mais qui pourrait être quand même bien meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été considérées, qui ont fait augmenter ce bilan carbone. Déjà, ça n'a pas été considéré comme un déchet, alors que ça pourrait l'être parce que la culture de chanvre, les débouchés essentiels, ça reste la fibre et la graine, hein. Deuxièmement, dans la FDES, on ne compte pas la carbonatation. Donc ici, ça, c'est une ACV qui a été faite par l'ADEME sur le béton de chanvre. Et on voit ici la vie en œuvre, moins 13,6 là. Ça, c'est la carbonatation. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans la FDES. Et le dernier point, c'est la fin de vie. Là, c'est considéré à zéro parce que finalement, c'est un produit biodégradable, hein. À la fin, on n'a que du calcaire et de la biomasse. Et on peut le réutiliser. Mais comme c'est un produit il n'y a pas eu encore de déconstruction avec ce matériau, il n'y a aucune filière du coup de revalorisation existante. Donc, dans la F2S, on est obligé de le considérer comme mis en décharge et donc il relâche tout son carbone dans l'atmosphère. Voilà, parce qu'il faut savoir que le chanvre, quand même, 1 hectare de chanvre, ça capte 15 tonnes de CO2. Donc, c'est autant qu'une forêt, voire plus, selon le type de forêt. Sur la partie santé, là aussi, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, c'est un produit qui est sans polluant. Il n'y a pas de coffre diformaldéhyde, donc il est classé A+, mais en fait, il est bien, bien, bien meilleur. C'est des cultures sans phyto, il n'y a pas de solvant. On a un défibrillage mécanique, donc pas de traitement chimique. Donc, tout ça participe au fait que ce n'est pas émissif de polluants, quoi. Ça a des propriétés bactéricides. Ça, c'est lié à la chaux, qui est très alcaline. Ça permet de réguler l'humidité autour de 50%, on en a parlé, qui est quand même la zone optimale pour avoir des bonnes conditions de confort et de santé. C'est biophilique. Et alors ça, c'est assez étonnant, hein. Il y a une étude qui a été faite sur le bâtiment, la Tribala, d'électromagnétisme. Et ils se sont rendus compte en fait que le béton de chanvre limitait la pénétration des ondes électromagnétiques dans le bâtiment. Alors, ce n'est pas encore, pas encore vraiment bien pourquoi, mais en tout cas, il y a quelque chose là-dessus, quoi. Et enfin, la durabilité. Donc, la durée de vie du béton de chanvre, elle est extrêmement importante, supérieure à 100 ans. Il y a des cycles de vieillissement accéléré qui ont été menés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un produit qui durcit vraiment, qui se solidifie avec le temps du fait de la carbonatation. Il subit du coup pas de tassement. Il a une très bonne réaction à l'humidité et à l'eau, puisqu'en fait, il peut absorber, la chenovote, ça peut absorber 300 à 400% de son poids en eau et le désorber tranquillement sans que ça réduise ses performances. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de point de rosée dans le béton de chanvre. Il n'est pas sensible aux rongeurs. C'est trop siliceux. Typiquement, c'était utilisé avant pour faire les voiles des bateaux et des cordages des bateaux, justement parce que les rongeurs n'y touchaient pas. C'est non sensible aux champignons. Là, ils viennent de finaliser les essais fongiques, où ils ont laissé pendant 3 mois différents mélanges dans des conditions d'humidité de plus en plus importantes. Il n'y a pas un seul champignon qui s'est développé, pas un seul. C'est un matériau qui est quand même légèrement friable, donc c'est pour ça qu'on nécessite une finition. Si on ne met pas de finition, il faut être assez vigilant à ce qu'on fait avec, qui permet des reprises plutôt aisées, puisqu'il suffit d'appliquer un badigeon et on peut remettre du béton de chanvre. Non sensible au choc. Les essais ont été finalisés il y a peu aussi, on en a discuté hier à l'AG. Du coup, c'est utilisable en salle de sport, par exemple, ou des choses comme ça. Et la fin de vie, comme je l'ai précisé, la chaux redevient du calcaire et la chenovote est biodégradable. Donc, on a vraiment un produit qui redevient naturel. On peut potentiellement le concasser et en refaire du béton de chanvre, quoi.
Les applications. Donc, il y a 4 applications, je l'ai précisé, mur, toiture, dalle, enduit. On va se concentrer sur mur et toiture parce que c'est là où il y a un réel intérêt. Pour la dalle, on est limité en logement individuel. C'est très limitant en termes de revêtement de sol aussi. Donc, de notre point de vue, en tout cas, nous, c'est un peu moins pertinent. Et en termes d'enduit, ça nécessite beaucoup, beaucoup de chaud pour faire des enduits. Du coup, c'est intéressant en finition, mais ce n'est pas un très bon correcteur thermique. C'est plutôt pour corriger les parois froides. Donc, sur l'application mur, on a ici des coupes qui sont issues des dernières règles professionnelles qui sont pas encore parues d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette image derrière. Typiquement, voilà, on est en ossature. La plupart du temps, ce qui se fait le plus souvent, c'est ossature bois, hein. Pardon. Donc là, on a des vues en plan. Donc, ossature bois noyé ou alors ossature bois déportée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, ça permet de choisir voilà, sa finition, donc soit de l'enduit, soit un fermacelle en finition intérieure et extérieure, soit un enduit, soit du bardage ventilé. Ou on peut le mettre en doublage contre un mur. Donc ça a un intérêt important voilà, par le confort d'été, pour l'isolation, etc. En général, on met 20 à 35 cm. Avec un point de vigilance sur l'enrobage des bois. Donc, il y a des règles à suivre sur l'enrobage des bois avec des épaisseurs minimales à respecter, sinon on peut avoir des fissurations des enduits. Et l'application toiture, ici, qui est aussi très intéressante pour le confort d'été et isolation, qui est en fait positionnée entre les solives avec 30 à 35 cm en général d'isolant. En termes de mise en œuvre, on a 3 façons de le mettre en œuvre. Soit c'est manuel entre manches. Bon, ça, voilà, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. C'est quelque chose qui ne se fait plus, ou alors pour des maisons individuelles. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la projection mécanisée. Donc, avec ce type de machine, on peut monter, je crois, jusqu'à 60 mètres de distance de la machine, hein, sur site ou en préfabrication. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se développe le plus, c'est la préfa, qui est gérée soit en sous-traitance par le charpentier, ou soit avec des nouvelles entreprises comme Wallop qui se montent en ce moment là, qui proposent des murs tout faits, ossature bois, béton de chanvre. Il y a des conditions à respecter. Alors, juste les essentiels, hein. Anticiper le temps de séchage, ça c'est très important. Il faut au moins prévoir un mois quand c'est projeté sur site, en tout cas. C'est pour ça qu'avant de faire les finitions, c'est pour ça que c'est intéressant la préfabrication aussi. Anticiper le passage des réseaux. Il faut mettre les réseaux en œuvre avant et après projetés par-dessus. Typiquement, ici, on a les boîtiers électriques à brancher, par exemple. Et anticiper la fixation des charges sur l'ossature. Parce qu'une charge inférieure à 5 kg, on peut facilement la mettre dans le béton de chanvre. Quand c'est supérieur, il vaut mieux prévoir de la fixer sur l'ossature bois. Voilà. Je finirai par quelques références voilà, qui sont issues du dernier catalogue de Construire en chanvre qu'ils ont diffusé hier pendant l'AG. Ce n'est pas pour rentrer dans le détail de chaque projet, c'est clairement pour montrer qu'aujourd'hui, on a un peu tout type de typologies qui sont représentées, que ce soit des écoles, des ERP, des bureaux, des bâtiments de logement collectif, etc., etc. Alors, vous remarquerez qu'on ne monte pas encore très haut, hein, lié à la limitation des règles professionnelles, mais quand même, certains bâtiments ont été construits en R+5, malgré le fait que les règles professionnelles limitent en R+2. En conclusion, sur l'ensemble de ce sujet, pour nous, on est aujourd'hui dans un moment un peu charnière dans l'usage des écomatériaux, ne serait-ce que par l'arrivée de la RE 2020, et c'est constaté par les industriels. Il y a une demande de ces matériaux qui se fait de plus en plus importante. On a toute la chaîne des acteurs et toutes les phases qui sont concernées. La mixité des matériaux, nous, ça nous apparaît comme une piste vraiment très intéressante, notamment dans le cadre actuel des problématiques d'approvisionnement bois, où voilà, le mix bois-béton, par exemple, mais aussi du coup, le béton de chanvre, la paille, qui vont permettre de faire du remplissage et peut-être d'utiliser moins de bois et d'avoir des ressources qui sont vraiment abondantes. Et on a des filières dans le contexte aujourd'hui de la rénovation, qui est vraiment le sujet des prochaines années, hein. On a eu des discussions hier sur des projets de loi en gestation. Là, il y a la RE 2020 qui est pour le neuf, mais bientôt, pour la rénovation aussi, on va intégrer des paramètres environnementaux dans les exigences, et pas seulement énergétiques. Il y a un grand plan rénovation qui sera a priori préparé par la Commission européenne. Donc, c'est un sujet qui va vraiment se développer. Et les matériaux biosourcés, là, ils ont vraiment un rôle à jouer. Parce qu'on ne compte plus les nombres de sinistres liés à des rénovations avec des matériaux conventionnels, Ça arrive que du coup, on soit obligé d'aller sur place, de supprimer tous les polystyrènes et de remettre du biosourcé,
Donc, nous, dans ce contexte-là, Arpastrans, voilà, nous, on est là pour vous accompagner sur ces matériaux-là, en faisant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'œuvre. Et voilà, notre rôle, nous, c'est aider à définir une stratégie, aider à programmer et définir un projet, concevoir ce projet, suivre le chantier, et évidemment, former, sensibiliser, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. C'est ce qu'on écrit ici de manière un peu plus détaillée, voilà, avec un petit peu les différentes choses qu'on peut proposer autour de ces matériaux-là, en fonction des différentes phases d'un projet, autour de la réalisation un petit peu du déroulé d'une mission type. Voilà. Donc, je vais relaisser la parole à Gwenaëlle pour finaliser cette présentation. D'abord, merci beaucoup Xavier pour l'ensemble des informations partagées et je crois pour l'énergie et l'envie que tu as de porter ces écomatériaux. On va passer à une phase de questions et réponses. Juste avant, je voulais vous dire que vous pouvez continuer à nous suivre donc, lors de nos prochains événements. Donc, on a une prochaine date la semaine prochaine sur les indicateurs de biodiversité et d'immobilier. En novembre, sur les aménagements intérieurs et l'économie circulaire. Et on a d'autres événements dont la programmation est en cours. Vous nous retrouverez aussi fin décembre, puisque Arpastrans est parrain du parcours travaillé au CityCity. Et enfin, vous retrouvez les conférences déjà passées sur les sujets du carbone, des stratégies immobilières, de l'aménagement intérieur, de la biodiversité sur notre chaîne YouTube. Je vais partager quelques questions qui ont été posées sur le module de discussion. Donc, on va pouvoir passer quelques minutes puisque non seulement le propos était très intéressant et très riche, mais en plus dans les délais, ce qui n'est pas toujours évident quand on fait ce type d'exercice. Donc, il y a eu des questions qui ont été posées sur des définitions donc, qui ont été, je crois, résolues sur le chat. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, sur les CLT, sur le C2P. On a une question sur est-ce que le béton de chanvre est un matériau pour être utilisé en grosses œuvres ou il s'agit juste de matériaux en CO comme la brique. Comme la brique, voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que Xavier, tu peux nous apporter des éléments sur des éclairages? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais grosso modo, on a une structure poteau-poutre, voilà, bois, béton, acier, et c'est vraiment du remplissage, quoi. Donc, c'est un travail de maçon. C'est vraiment du remplissage de cette ossature-là, quoi. Donc, en général, ce qui est fait, c'est que c'est le charpentier qui sous-traite la partie chambre. Sur les projets, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais… Ensuite, il y a une remarque qui a été faite sur la durée de vie du béton. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées sur la durée de vie des matériaux et sur les capacités de renouvellement de ces matériaux. Ouais. Donc, peut-être que tu peux apporter quelques éléments. Alors, durée de vie du béton, j'en ai parlé. Hein. Ça a été estimé à plus de 100 ans, en tout cas, 100 ans minimum. Donc, ça, c'était dans la présentation. Et quelle est la part du chanvre qui vient de déchets et pas d'une exploitation agricole? Alors, l'ensemble du chanvre vient d'exploitation agricole. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est que ça vient que d'exploitation agricole. Il n'y a pas de déchets de béton de chanvre pour l'instant, en tout cas. C'est juste qu'on peut considérer que c'est un déchet parce que la plante est cultivée d'abord pour faire du textile, du papier, utiliser la graine, etc., en tête d'assolement, comme j'ai précisé, du blé, et ensuite seulement pour cette chenevotte, qui avant était utilisée uniquement pour faire du paillage pour les chevaux. Très bien, je pense qu'on a parcouru les messages. Je crois que tu as répondu à la dernière question, durée du béton traditionnel par rapport au béton de chanvre. Oui, le béton de chanvre, c'est 100 ans. Après, le traditionnel, je n'ai pas le chiffre forcément. Enfin, vous avez posé des questions sur est-ce qu'on peut avoir les liens des prochains événements. Donc, on aura la même mécanique que celle qu'on a utilisée pour ce webinaire, c'est-à-dire que vous aurez des liens envoyés sur vos mails. Sinon, vous pouvez nous suivre également sur le site d'Eventbrite sur lequel sont publiés nos événements de manière à être sûr d'être mis au courant des événements qu'on organise. Je vous remercie vivement pour votre participation, pour vos questions. Et au plaisir de se revoir sur ces sujets spécifiques d'écomatériaux. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous et on dialoguera évidemment avec Xavier pour qu'il puisse répondre à vos questions. Et puis, sur tous les autres sujets,
dont on a parlé également au début de présentation et en fin de présentation. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.